Chers abonnés d'États-Unis d'Afrique, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Depuis Myriam Bensella Chakroun jusqu'à Foumzile, en passant par Anna Tété ou Fatoumata Ndiaye, elles sont de plus en plus nombreuses ces femmes africaines qui ont influencé notre histoire. Ces femmes de vision au charisme naturel, à la capacité d'influencer ou de mener sont incontestablement des leaders féminins. Cependant, encore aujourd'hui, associer le mot leadership à la femme demeure une aberration culturelle dans laquelle se lancent les pays africains. Nous n'ignorons guère les idées qui prévalent dans ce débat générationnel. Les femmes sont faites pour rester à la cuisine, s'occuper de la maison, de leurs enfants, bref, tout sauf dominer, diriger. Néanmoins, certaines d'entre elles, comme celles que nous allons vous présenter aujourd'hui, ont su tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce que le leadership féminin? Quels sont les défis rencontrés par la femme africaine et quelles sont les perspectives pour les années à venir? Telles sont les questions autour desquelles s'articuleront notre débat du jour. Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Je suis mademoiselle Roselyne Iboudo, étudiante en CCA. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de plusieurs personnes, dont mademoiselle Ouedraogo, à qui je passe la parole. Excusez-moi. Bonjour à tous, comme elle l'a dit, je suis Ouedraogo Aimé Solène, étudiante en 5e année d'ingénierie aéronautique. Je travaille dans la vente de pièces d'avion et je suis PDG de l'entreprise Shekina. Moi, c'est Kouyamo Sida Fabiola Merci, étudiante en marketing à SM Business School. Je suis de nationalité centrafricaine et Miss USCAM Casablanca. Moi, c'est Samuel Yassir, ingénieur en génie civil, spécialisé dans les structures de bâtiments. Je mène des projets de construction de bâtiments où je supervise une équipe dans la production de plans d'exécution. Je suis burkinabé et résident à Casablanca. Moi, c'est Angie Soufentine Fanny, actuellement étudiante en sciences économiques et gestion ici à Casablanca. Et je suis commissaire aux comptes au sein de l'association des étudiants et stagiaires malgaches au Maroc, section Casablanca. D'accord, donc merci à tous. Selon vous, de façon personnelle, qu'est-ce que vous pensez du leadership féminin? Déjà vous, madame Ouedraogo. Pour moi, quand on parle de leadership, on parle du sens de porter. C'est comme ça que je vois un leader. C'est une personne qui porte une vision et qui porte aussi des personnes. On ne parle pas de leadership quand on parle d'une seule personne. Une personne qui essaie de réussir seule n'est pas un leader. Pour moi, un leader, le leadership, c'est amener aussi les autres dans un processus de progrès pour atteindre un certain objectif. Donc pour moi, le leadership, c'est tout simplement porter une vision et porter des personnes. D'accord. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez? À mon avis, je dirais ça fait partie aussi des comportements qu'un être humain, que ce soit homme ou femme, on a pour améliorer la vie de chacun, de lui-même. Et c'est un comportement, une manière d'atteindre ses objectifs, de diriger. Et je vois que ça comme, par exemple, chez nous, comme les mamans le font à la maison, comme les parents. C'est une manière d'avoir un peu de voix dans des milieux, dans des groupements, de dire quelque chose qui est vraiment favorable et équitable à tout le monde. D'accord. Et au seul homme de notre plateau, qu'est-ce que vous pensez, vous? À mon humble avis, le leadership féminin est la somme de trois choses: un savoir-vivre, un savoir-être et un savoir-faire. Un savoir-vivre dans le sens où la leader est un individu qui a pris conscience de son rôle dans la société, qui sait quel est le pouvoir de son action envers et pour les personnes avec qui elle vit. Donc quel est le pouvoir de ses actions, quelle est la portée de ses actions et qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer la vie de ces gens. Savoir-être, c'est ce qui caractérise sa personnalité. Donc c'est un état d'esprit. Le leadership, c'est un état d'esprit de la personne qui vise à accomplir de grandes choses pour sa communauté. Voilà. Et savoir-faire dans le sens où la personne est
capable de se dire j'ai besoin de telle ou telle compétence pour y arriver. J'ai besoin de telle ou telle ressource pour atteindre mes objectifs. Donc c'est la somme de ces trois choses et c'est inéluctable. D'accord. Donc, Madame Fanny, Je rejoins totalement toutes les idées qui ont été proposées. Et personnellement, je vais parler du leadership féminin. Une jeune femme leader, c'est une personne qui a du charisme, qui invite les autres, les membres d'une équipe ou bien les membres d'une organisation à suivre ses idées. Mais j'aimerais bien appuyer qu'une jeune femme leader se distingue par sa manière de mener une équipe tout en étant bienveillante et aussi sympathique. D'accord. J'aimerais rebondir sur ce que mes camarades ont dit. J'aimerais dire en fait qu'il y a plusieurs niveaux de leadership. Voilà, comme on l'a dit, il y a la femme qui est leader à la maison, voilà, qui dirige sa maison, les employés à la maison, ses enfants, etc. Et il y a des femmes leaders qui ont la capacité de diriger plus. Elles peuvent diriger toute une association de 100 personnes, d'autres de 1000 personnes, d'autres peuvent diriger une nation comme on le voit actuellement, c'est ce qui commence à se faire. Mais chacun doit savoir reconnaître sa place. Voilà, en tant que leader, on ne doit pas essayer de reproduire ce que l'autre fait. On doit trouver notre place et exceller dans notre place. D'accord. Donc déjà pour terminer, pour vous faire comprendre ce point personnel, c'est que le leadership, en fait, c'est la capacité qu'une personne a déjà d'amener une équipe à un point, à un objectif, la capacité qu'il a d'écouter les autres, parce qu'un leader, c'est celui qui écoute, pas forcément celui qui impose ses idées, mais c'est plutôt celui qui écoute. Donc, comme tout le monde l'a dit ici présent, c'est le charisme. Voilà, pour être leader, il faut avoir le charisme, la possibilité d'écouter et la capacité de comprendre tout le monde et d'être d'accord sur un seul point. Le but commun, c'est d'avancer. Donc, pour un leader, je pense que, comme tout le monde l'a dit ici présent, la capacité d'avancer. Donc, pour aller un peu en profondeur, moi, j'aimerais bien que vous me dites quelle est la place qu'occupe la femme au Burkina, par exemple. On va aller d'abord avec le seul homme du plateau. Donc, expliquez-nous. Avec plaisir. Au Burkina, comment ça se passe? Comment les femmes sont vues dans la société? Est-ce qu'elles ont la possibilité d'être au-devant de tout comme les hommes? En fait, il faut savoir qu'au Burkina, c'est comme un melting pot. Oui. C'est exactement comme aux États-Unis. Il y a un melting pot de communautés et d'ethnies. Une multitude d'ethnies, il y en a plus d'une soixantaine. Et chaque communauté a ses principes, ses règles, ses coutumes, ses traditions. Et ces principes ont un impact direct sur la perception de chaque individu de la communauté, notamment de la femme. Je ne peux pas avoir la prétention de parler au nom de telle ou telle communauté, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière générale, la femme a un rôle. Elle a un rôle, ce n'est pas nécessairement un rôle de leader, mais elle a un rôle qui est important et fondamental au sein de la société. Ce qu'on va remarquer, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance des femmes qui sont au foyer, qui prennent soin de leur famille, de leurs enfants. Elles, on peut les caractériser comme étant des leaders de foyer. Il y a les femmes qui osent et qui se frayent un chemin au sein des plus grandes instances de la société. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Ce qu'on a remarqué avec ces différentes années, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'une femme puisse émerger en tant qu'une voix d'une communauté, en tant que leader. Oui. Il n'y a pas d'obstacle dans ce sens. Et politiquement parlant, au sein des instances, il y a des principes de quotas qui sont mis en place, histoire de permettre aux femmes d'avoir leur place même dans les institutions publiques. Ouais. D'accord. C'est ce que je peux dire par rapport à ce point-là. Vous voulez rebondir sur ce qui se passe au Burkina concernant le leadership féminin? Oui, par rapport aux difficultés, parce que quand on avait défini le leadership, on avait parlé du fait que c'est
un état d'esprit. Et j'aimerais dire en fait que les femmes burkinabées, certaines, pas toutes, sont emprisonnées dans un certain état d'esprit, dans un certain mindset, parce qu'elles ont grandi dans une certaine éducation. On les a formées, on les a éduquées en leur disant « vous devez savoir préparer ». Vous devez savoir vous occuper de votre mari, de votre maison. C'est tout ce que l'on vous demande dans la société. Le rôle de la femme. Exactement. On ne vous demande rien de plus. Et aujourd'hui, quand on voit une femme, par exemple, je reste toujours dans le cas du Burkina, une femme qui est leader, qui se fait voir dans le domaine politique, etc., soit c'est une femme qui a divorcé, soit c'est une femme qui a un homme qui l'encourage. Voilà, donc j'aimerais dire que l'une des difficultés que rencontre la femme africaine dans son leadership au Burkina, c'est la mentalité des hommes. Voilà, c'est aussi en grande partie la mentalité des hommes. Parce que vous allez voir certains hommes qui vont se marier, qui vont dire « tu restes à la maison ». On ne t'a pas demandé de poursuivre tes études. On ne t'a pas demandé d'aller diriger une équipe. Je te demande juste de me faire de la nourriture pour que je mange, c'est tout ce que je te demande. Par contre, on va avoir des hommes qui vont dire « oui chérie, vas-y, tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Vas-y, continue tes études. Vas-y, tu peux y arriver. » J'aimerais dire, on aime bien dire d'ailleurs un grand homme se trouve une grande femme, mais j'aimerais dire aussi que l'inverse est vrai. Voilà, l'inverse est vrai. Donc, l'une des plus grandes difficultés que ces femmes-là rencontrent dans nos pays, c'est la mentalité des hommes, entre autres. D'accord. Et sinon, chez vous, Miss Centrafrique, dites-nous un peu, la plus belle du plateau, parlez-nous un peu de comment ça se passe dans notre pays, comment la femme est vue. Je dirais qu'au pays, on est au 21e siècle, je dirais que vu aujourd'hui et avant, il y a beaucoup de différences parce que la femme d'aujourd'hui a le droit de manifester, de donner des points, de travailler, d'aller à l'école, de faire ce qu'elle désire. Et moi, je verrais que la femme, au niveau national, a participé au développement du pays et ils se sont intégrés à fond. Il n'y a plus l'histoire contrairement par rapport, je prends l'exemple de mon ethnie, je dirais que la femme de mon ethnie est leader depuis. Parce que c'est une femme commerçante, c'est une femme qui dirige le foyer, c'est une femme qui amène de l'argent dans le foyer, c'est une femme qui a la parole et on ne l'a pas mis derrière en fait. Donc je dirais contrairement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon pays. Mais ce que j'aimerais dire à ces femmes, c'est de ne plus seulement viser le gouvernement, l'activité socio-politique, mais c'est d'utiliser les atouts du terrain pour se développer. Ce n'est pas qu'en travaillant dans la fonction publique qu'on est leader, ce n'est pas de devenir ministre ou député qu'on est leader, c'est aussi de travailler, d'entreprendre, de créer des business. Et c'est cette femme-là que je désire que la femme centrafricaine soit comme ça en fait. D'accord, d'accord. Et alors, comment ça se passe dans votre pays? Quand il s'agit de parler de la place de la femme à Madagascar, il est toujours nécessaire de revenir en arrière en fait parce qu'il y a une certaine contradiction. Avant, les femmes avaient une place prééminente au sein de la société malgache. C'était avant la colonisation. On a assisté à 5 reines qui se sont succédées tout au long du 19e siècle. Donc, il n'y avait aucun problème à ce qu'une femme soit au pouvoir. Mais après la colonisation, Madagascar a été victime d'une acculturation. La société malgache s'est tournée vers la culture occidentale, donc la société malgache a quasi laissé cette mentalité de laisser place aux femmes quand il s'agit de pouvoir, de leader. Et il y avait une discrimination en genre au niveau institutionnel et aussi au sein de la société elle-même. On remarque aussi après la colonisation que les femmes ne bénéficient pas des mêmes privilèges que les hommes. On peut remarquer ça dès la naissance d'un enfant. Par exemple, si un nouveau-né est un garçon, la famille va avoir beaucoup plus d'enthousiasme à accueillir ce bébé que ce soit une fille.
L'inégalité entre femmes et hommes, on remarque déjà dès la naissance à Madagascar. D'accord. Donc, pour soutenir leur point en Côte d'Ivoire, dans mon pays, la femme a tout autant la même place que l'homme. Mais en parlant de leadership féminin dans mon pays, il y a certes cette capacité-là parce que le gouvernement a adopté des lois on va dire, qui donnent à la femme le même titre que l'homme. Mais le leadership est une question de conception déjà. C'est un état d'esprit personnel. Et en Côte d'Ivoire, c'est bien vrai que beaucoup de femmes arrivent à faire ce qu'elles veulent parce que dans mon pays, il y a environ 6 femmes ministres. Bon, voilà, dans une assemblée de 24 ministres, il y a déjà 6 femmes ministres. Mais c'est pas pour autant que les hommes ne continuent pas de les minimiser en fait. Donc dans mon pays, c'est vrai que le leadership féminin est accepté, mais il y a toujours cette façon-là d'oppresser la femme en fait, de toujours lui faire comprendre qu'elle est en dessous de l'homme. Voilà. Je pense que chez moi, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que le leadership, en fait, c'est pas pour prendre leur place, mais plutôt pour les accompagner, en fait. Parce que le leadership n'est pas forcément de prendre la place des hommes dans la société, mais plutôt de les accompagner aussi. Parce qu'ils ne nous laissent pratiquement pas la place de dire ce qu'on veut dire, ou de peut-être leur faire comprendre certains points. Voilà, donc c'est un peu ça le problème en Côte d'Ivoire. Mais pour aller un peu plus loin, on va dire, il y a, comme dirais-je, on va dire la femme d'un président, d'un ancien président, qui disait comme ça, on ne va pas la femme d'un ancien président, plutôt une ministre, Henriette Diabaté. On va dire que c'était la grande chancelière chez Henriette Diabaté. Elle disait comme ça simplement que traditionnellement la femme commande la famille et l'homme la représente dans la société. Donc là, c'est un vrai problème. Donc selon vous, quel est le véritable problème que vous rencontrez en fait dans on va dire, dans ce sujet de leadership dans votre pays? Comme en Centrafrique, comment ça se passe? Quel est le vrai problème? Moi, je pense que concernant le leadership, le vrai problème, c'est plutôt l'ego et l'orgueil humain. Parce que, d'autant plus qu'à bas âge, on a déjà on a introduit dans la tête de l'homme que sa place, vu son physique, qu'il a la capacité de protéger, de faire face à des difficultés, que la femme, c'est cet ego-là qui fait qu'aujourd'hui, dans les foyers, dans des milieux administratifs, l'homme se croit toujours supérieur parce qu'il pense qu'il est physiquement fort, c'est lui qui a cette capacité. Il oublie ce côté mental que chacun de nous peut en avoir grâce à Dieu, grâce à la manière que la personne s'est cultivée en fait. Donc je vois plutôt l'ego, si je laisse la place à la femme de devenir quelqu'un ou de devenir dirigeante ou je ne sais pas, la femme va me commander, c'est cet ego. Moins de salaire que moi ou si c'est elle qui a plus d'argent, elle va me regarder comment, c'est cet ego. Alors que la femme n'a pas cette idée dans la tête. Nous tous on est allés à l'école, c'est pour chercher un chemin. On a des rêves que dès bas âge tu te dis je veux devenir quelqu'un. Mais c'est pas à cause de devenir quelqu'un que je vais regarder l'autre inférieur ou supérieur en fait. C'est ce sentiment d'égalité ou d'ego, de l'orgueil, qu'on devait vraiment enlever ça de la tête, de l'être humain en fait. Moi je verrais que c'est l'orgueil ou l'ego. D'accord. Et sinon, comment ça se passe en Madagascar? Quel est le véritable problème en fait dans cette histoire de leadership féminin? À mon avis, le véritable problème, c'est la mentalité aussi, en fait, la mentalité pas seulement des hommes, mais aussi la mentalité des femmes, puisqu'il y a comme on va dire, un héritage social d'une représentation du féminisme. Donc elles ne veulent pas s'émanciper elles-mêmes, elles ne veulent pas s'affirmer, vu que dans la société il y a plusieurs stéréotypes et il y a plusieurs opinions, des préjugés sur les femmes, et elle va se dire que si je vais essayer de faire telle chose, la société va me juger comme ci, comme ça. Par exemple, s'il y a
un homme qui va s'acharner sur un travail, qui va se donner corps et âme, la société va dire que cet homme, il travaille bien, il fait bien des choses. Mais si une femme fait exactement la même chose, la société va dire que cette femme sacrifie sa vie personnelle, elle néglige sa famille et tout ça. Donc, à mon avis, le vrai problème se trouve dans la mentalité, pas seulement dans la mentalité des hommes, mais aussi dans la mentalité des femmes. D'accord. Donc, vous, dites-moi un peu au Burkina, comment ça se passe? Je partage à peu près le même avis que ma camarade centrafricain. Il y a un véritable problème fondamentalement psychologique qui est là. Donc c'est essentiellement une question d'ego, une question de peur de l'homme de se sentir faible par rapport à la femme. Donc il y a cette ombre de la peur qui règne au sein de lui, qui lui dit « Ah mais si je lui laisse la voix, sachant que elle a tellement de potentiel, on sait que la femme, elle peut être une véritable lionne quand elle le veut. Oui. Donc si on la laisse s'exprimer, ça peut faire des ravages. Voilà, donc inconsciemment, on a cette tendance à vouloir mettre la femme au second plan. Mais c'est aussi à la femme de se dire que en étant au second plan, peut-être que je peux avoir une certaine lumière. Voilà. Parce qu'il ne faut pas juste voir le fait de seconder en quelque sorte entre guillemets son homme comme étant quelque chose de négatif en soi. Quand on seconde un homme, on se met à une place de conseillère. Et là aussi ça peut matcher. Donc si on accompagne l'homme dans son plein accomplissement, on peut arriver à être des leaders en symbiose. Mais si on accompagne l'homme en ayant en tête de vouloir le doubler, là les choses risquent de capoter. Donc il y a certes la question d'ego, mais il y a aussi une question de compréhension mutuelle qui est là. Oui, voilà. Exactement. Donc, vous, mademoiselle Soulé, vous avez quelque chose à ajouter concernant les difficultés qui se posent sur le leadership au Burkina? Pas grand-chose. On a déjà parlé de la mentalité des hommes, on a déjà parlé de l'ego, de l'orgueil, etc. J'aimerais rajouter qu'un des problèmes que l'on rencontre au Burkina, c'est le problème de l'éducation. Voilà. Il y a un problème d'éducation. Il y a plusieurs filles, comme je l'ai dit, on les éduque avec cette mentalité de juste rester à la maison. En réalité, on ne leur demande pas de produire quelque chose de durable, d'impactant dans leur société. C'est cette place-là qu'on leur a donnée et on les a laissés en fait dans cette prison. Et donc le problème qui se pose en réalité, c'est le problème d'éducation. Et les femmes, je reste dans le cas du Burkina, mais aussi en Afrique, ont besoin qu'on leur apporte la connaissance. Elles ont besoin de savoir qu'elles ont un potentiel. Elles ont besoin de savoir qu'elles ont beaucoup à donner à la société. Elles ont plein de choses à donner à la société. Donc pour moi, il y a un problème de connaissance. D'abord, les femmes ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles ne savent pas tout le potentiel qu'il y a en elles. Et en plus, elles ne savent pas comment développer aussi ce potentiel-là. C'est ça le problème. Donc en réalité, on a besoin de certaines personnes, même des hommes, qui pourraient être volontaires, ou certaines femmes, voilà, pour éduquer les femmes, pour les aider à sortir de cette mentalité, à développer leur plein potentiel et à laisser la société profiter de tout ce que la femme a à donner. J'aimerais bien rejoindre l'idée de la demoiselle. En fait, ce sont les filles qui sont à la campagne qui se heurtent souvent au problème de l'éducation. Il y a des filles qui aimeraient bien continuer leurs études et poursuivre une formation plus complète, mais les parents ne les laissent pas en fait terminer ce cursus scolaire. Vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de collèges ou de lycées, il n'y a même pas d'université dans les campagnes. Donc, la famille décide d'arrêter l'éducation de leurs filles et encourage les garçons à continuer. Et c'est aussi un vrai problème puisque les filles qui vont rester au village ne vont pas pouvoir évoluer même si
elles savent déjà ce qu'elles veulent faire plus tard. D'accord, pas de problème. Alors, pour rejoindre votre avis, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, le problème c'est une question de compréhension. Il n'y a pas vraiment de compréhension. Certaines femmes de nos jours, que ce soit en Côte d'Ivoire, même dans le monde, pensent que être leader, c'est plutôt couper l'herbe sous le pied de l'homme en fait, comme vous l'avez dit. Et donc c'est ça en fait le problème, parce que s'il n'y a pas de compréhension, on ne peut pas être leader en fait. Le leader n'est pas imposant, il est plutôt attentif, il est plutôt celui qui écoute tout ce que les autres ont à identifier. Donc en Côte d'Ivoire, le véritable problème, c'est l'ego aussi des hommes et la compréhension. Parce que dans mon pays, la plupart des femmes, quand elles voient, on va dire, quand elles se sentent à même de pouvoir se gérer leur vie elles-mêmes, commencent à, on va dire, couper le pied sous l'aile de l'homme en fait. Voilà. Et aussi le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les filles ont tendance à dépendre des hommes. Du coup, les hommes ont toujours tendance à les rabaisser. Donc pour une femme qui se sent leader ou qui veut être leader, ne peut pas dépendre totalement d'un homme. Si tu veux être leader, tu dois déjà commencer par te prendre toi-même en charge. Pas forcément financièrement, mais de façon aussi culturelle. Tu dois commencer déjà à te dire que oui, j'ai pas forcément besoin d'attendre mon homme ou d'attendre la vie de mon père ou d'attendre forcément qu'un homme m'apporte ceci pour comprendre qu'il ne faut pas peut-être, on va dire, éteindre le feu avec du bois. Donc c'est une question d'ego, mais un ego positif. Exactement. Exactement. Donc il faut plutôt qu'en Côte d'Ivoire, on accentue en fait la compréhension et qu'on fasse comprendre aussi aux hommes que nous sommes des êtres aussi comme eux. Voilà, donc on va dire que c'est le véritable problème. Mais sinon, vous avez quelque chose à dire? Oui, par rapport à ce que vous avez soulevé, oui. J'aimerais dire aussi, comment on appelle ça, ce comportement que la femme a l'habitude de soulever en face des hommes quand elle est indépendante ou quand elle est leader. Moi, je dirais aussi, c'est plus aussi ces femmes qui souffrent dans des foyers. Oui, parce que quand tu dépends d'un homme, je paye la maison, je paye la facture, qu'est-ce que toi tu m'apportes? Et ces femmes ont toujours l'habitude d'emmagasiner ces injures, ces manières. Et au fil de temps, quand elle devient quelqu'un, elle sait qu'elle ne dépend plus de toi. Quand tu vas lui dire je paye la maison, elle a une possibilité de payer une maison. Donc elle n'a plus le droit de te baisser la tête. Et là maintenant c'est cette revanche-ci. Maintenant je suis indépendante. Aujourd'hui si tu vas refuser de payer la maison, je vais te payer. Si tu refuses d'être papa, je vais m'occuper de mes enfants. Et ça, c'est ça qui choque. Et c'est ce côté-là qui choque parce que les hommes, entre copains, copines, ils ont dit des choses aux filles. Tu vaux rien, tu vaux rien. Et demain, la fille n'est plus la personne dont tu as l'habitude de lui dire ces choses. Et c'est ce côté-là qui fait que l'homme ne supporte pas parce qu'il préfère que tu sois ainsi pour ne pas lui soulever la tête. Mais si une femme qui a commencé, qui a cet esprit de devenir leader, qui a une manière, qui a développé ses atouts, elle préfère juste être complétive ou aidée par un homme que de lui relever la tête et dire, mais de toutes les manières, qui vous a donné cette place d'être chef, c'est nous. Donc, c'est pas à discuter. Du coup, on va sauter là, comme je l'ai dit, parce que c'est une question plus personnelle. Donc, pour notre Miss du plateau, la Miss Centrafrique, Casablanca, dites-nous, en tant que femme leader, quel est le combat que vous aimeriez mener en Centrafrique? Pour moi, j'aimerais dire ceci, mon combat. Il faut que la femme centrafricaine ose. Elle doit oser, elle doit se dire que le regard ou les injures des autres ne feront rien dans sa vie. Elle doit oser à utiliser les atouts, transformer ces obstacles en atouts personnels pour avancer. Parce que je me rends compte que vraiment, au niveau international, on n'est pas nombreux. Il faut qu'on soit nombreuses dans le développement, dans les activités, que ce soit dans les mondes artistiques ou je ne sais pas. Il
faut qu'on soit vraiment, on parle de la femme centrafricaine en fait. Et j'aimerais dire que la femme centrafricaine doit savoir que tout chemin mène à Rome. C'est pas juste les études, c'est pas juste faire une formation, mais ce que tu as, les atouts que tu as personnellement, ce que tu réfléchis dans ta tête et tout, c'est ça que tu dois développer. Et en développant cela, tu peux faire de mieux, tu peux devenir quelqu'un, tu peux vraiment influencer l'autre. Et ça serait plus mieux pour le pays que de dire on va rester là, se mettre derrière un homme, se cacher. Vraiment non. J'aimerais que cette femme-là ose, elle se libère du regard des autres en fait. D'accord, d'accord. Et vous, Madame Fanny, à Madagascar, quel est le combat que vous aimeriez mener en tant que femme leader? En tant que femme leader, j'aimerais bien insister sur le point de permettre aux filles de pouvoir terminer leur cursus scolaire. Il faut principalement résoudre le problème de l'éducation et aussi de permettre aux femmes de mieux connaître leurs droits, puisque Madagascar, certes, on a déjà ratifié les différentes conventions, les chartes sur l'égalité entre hommes et femmes, mais ça reste seulement une théorie. On ne l'applique pas dans la société et je trouve que c'est un vrai blocage pour les femmes. Elles ignorent en fait qu'elles ont des droits et elles se contentent seulement de leur sort dans la société. Et j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on considère un peu plus les filles et les femmes, puisque s'il y a une femme il y a une femme qui aimerait bien s'émanciper, alors elle doit être dépendante de sa famille ou de son mari, on doit aussi l'aider, on doit la pousser à être un peu indépendante, notamment financièrement, puisqu'il faut savoir qu'à Madagascar, les filles n'ont pas le droit d'hériter. Et même si c'est un héritage de son mari, il y a une femme, une veuve, elle est placée au 7e ordre de succession. Donc j'aimerais bien qu'on considère un peu plus la condition des femmes au niveau de la société malgache. D'accord, d'accord, pas de problème. Et sinon, au Burkina, comment vous aimeriez éradiquer tous ces problèmes-là? Pour moi, le combat que j'aimerais mener, c'est le combat que j'ai déjà commencé à mener et il est en moi d'abord. Parce que, en fait, je me bats tous les jours pour être un exemple, tout simplement. Je me bats tous les jours. Je me souviens, une fois, j'étais assise dans ma chambre et je réfléchissais et je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne travaille pas pour moi seule. Je n'étudie pas pour moi seule. Tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour être un exemple pour certaines personnes qui sont au Burkina Faso et qui sont emprisonnées dans un certain mindset. J'aimerais pouvoir, c'est ce combat-là que je mène en moi-même et je me bats tous les jours par la grâce de Dieu afin de pouvoir être un exemple, une voix autorisée pour pouvoir dire aux femmes, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Parce que tant que je n'aurai pas moi-même, tant que je ne serai pas moi-même cet exemple, je ne pourrai pas aider les autres femmes à sortir. Donc moi, le combat que je mène, c'est un combat d'abord en moi-même. Je me forme tous les jours moi-même, je me bats pour atteindre mes objectifs et je passe au-dessus de tout ce que les hommes peuvent me dire afin de pouvoir atteindre mes objectifs. Et à la fin de ce combat, je pourrais dire, femme, toi aussi tu peux y arriver. D'accord, vraiment. C'est fort. Si pour rebondir sur ce que ma sœur a dit, j'aimerais dire aussi aux femmes, ou que ce soit n'importe quelle femme, ce n'est pas juste aller à l'école pour ne pas réviser pour les parents. Parce que je me rends compte plus en Afrique, on n'étudie que pour les parents, pour faire plaisir au papa ou maman. Non. Tu dois d'abord aimer ce que tu veux faire. Tu dois d'abord étudier pour toi-même ce que tu veux devenir. Parce que demain, papa va partir, maman ne sera pas là, on n'est pas éternel. Et quand tu seras tout seul, qu'est-ce que tu vas devenir? Et ne fais pas des branches pour faire plaisir aux parents, mais fais ce que tu veux. Et c'est en fonction de ça que tu peux devenir la personne que tu veux. D'accord. On va pas oublier notre homme quand même. On a quand même quelque chose à dire. Donc allez-y. Vous, si vous étiez une femme,
j'étais une femme. Oh là là. Si vous étiez une femme, quel est le véritable combat que vous penserez que vous menez pour les femmes burkinabées? Alors, bon, avant de me mettre dans la peau d'une femme, j'aimerais d'abord essayer de m'adresser aux hommes Oui. en leur disant d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir les oreilles et de prêter attention à ce que les femmes peuvent ressentir, à ce que les femmes ont à nous dire, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps ou la volonté de le faire, mais les femmes ont aussi leur mot à dire en fait. Et le problème, c'est que l'homme n'a pas la même sensibilité que la femme. Il n'arrive pas à comprendre les mêmes enjeux, pas les mêmes yeux. Donc j'aimerais aussi dire qu'il faut pouvoir permettre à la femme de s'ouvrir, voilà, de communiquer sur ce qu'elle ressent, sur les douleurs qu'elle ressent et les problèmes qu'elle endure au jour le jour. Et si j'étais une femme, qu'est-ce que je ferais? Je dirais tout simplement que j'essaierais d'impacter le plus possible mes semblables en les contaminant, entre guillemets, dans le sens négatif, en les contaminant avec un esprit, un mindset positif et une volonté, une haine de vaincre qui est inégalable, qui surpasse même celle de l'homme. Donc, c'est de pouvoir influencer les gens, de pouvoir leur permettre de sortir de leur zone restreinte ou de leur zone de confort. Je ne dirais pas de confort, mais très souvent, c'est des zones de contrainte. Voilà. Pouvoir sortir de ces zones de contrainte-là et de pouvoir émerger comme une sorte de comment est-ce que je vais métaphoriquement exprimer ça? Une sorte de fleur qui émerge voilà, au grand jour où voilà, une chenille qui se transforme en papillon. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. C'est bien ça, vouloir, c'est pouvoir. Donc, pour terminer, je pense, quel est le véritable conseil que vous aimeriez donner à toutes ces femmes qui aimeraient se lancer dans ce leadership-là? Le conseil fondamental que je donne à la femme, c'est ose, parle, exprime-toi, parce que tes idées peuvent révolutionner le monde demain. Donc, parle. D'accord. Et vous, Madame Farid? Je partage tout à fait ce que monsieur a dit tout à l'heure. J'aimerais dire aux femmes, investissez en vous-même et ne vous limitez pas aux préjudices que la société vous apporte. Exactement. Et sinon, Centrafrique? Moi, j'aimerais dire aux femmes africaines, que ce soit aux femmes centrafricaines, de travailler sur elles-mêmes, de travailler sur le côté moral, physique, spirituel, que ce soit, de dire que je peux. J'ai un atout en moi que je dois donner à l'autre. Quelqu'un a besoin de moi, il a besoin de quelque chose que je cache. Il doit faire sortir la chose. Donc pour ça, il faut travailler sur soi-même et comme ça, la porte sera grande. D'accord. Et vous, Madame Soleil? Moi, j'aimerais dire à la femme, réveille-toi, forme-toi et investis en toi, tout simplement. Réveille-toi parce que les femmes ont été endormies. Forme-toi parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à la jeunesse et la plupart des jeunes femmes sont tombées dans cette recherche d'apparence. Voilà, on est plus versé dans le make-up, on est plus versé dans les choses inutiles, les choses superficielles, les choses artificielles. J'ai envie de dire, forme-toi, lève-toi, tu as un bloc-notes. Je veux donner des exemples pratiques en fait. Tu as un bloc-notes, quels sont tes objectifs? Écris-les. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Comment est-ce que tu vas y arriver? Écris-les. Quelles sont les choses dont tu as besoin? Quelles sont les formations dont tu as besoin? Lève-toi, va les chercher. Investis en toi. Parce qu'un jour, pendant que tu es caché, pendant que tu es dans l'ombre, tu dois investir en toi parce qu'un jour viendra où la lumière sera sur toi. On te mettra sur le podium.
qu'est-ce que tu auras à dire? Aujourd'hui, pendant que tu es caché, investis. Chaque jour, réveille-toi avec un objectif. Chaque année, rentre dans chaque année avec un objectif. Le temps viendra, je le crois, en Afrique, où la femme pourra s'exprimer. Mais il faut que la femme ait quelque chose à dire. Alors, formons-nous aujourd'hui. D'accord. Donc, on va dire personnellement, en Centrafrique, quelle femme vous a le plus marqué? Je dirais, je parlerai de Madame Domitienne. Elle était la première femme à être Premier ministre dans mon pays. Elle a lutté, elle a marqué l'histoire dans mon pays. Elle a poussé la femme centrafricaine à rentrer dans le gouvernement, à participer dans le développement du pays. Et j'aimerais qu'on prenne comme exemple cette femme, qu'on dit que c'est pas l'homme juste. Et aussi on a une dame, Sama Panza, qui est devenue la première femme à être présidente de notre pays, présidente de transition. Donc c'est vraiment un atout pour les femmes de se lever et essayer de diriger le monde. Exactement. Et aussi notre héroïne à Madagascar. Pour moi, c'est une dame qui se nomme Gisèle Rapessard. Elle a intégré le monde politique dès son plus jeune âge, pendant la lutte contre la colonisation. Elle a intégré le mouvement de lutte à 17 ans et elle est aussi la première à être femme au sein du gouvernement en 1977, je pense. Il n'y a pas de problème. Et sinon, Nina, Moi, je dirais que c'est la princesse Iria Yemenga. Et pour plus de détails, vous pouvez consulter Google. Et sinon, Moi, j'ai juste un seul nom à communiquer. Il s'agit de Guinée Ouattara. Ceux qui savent, ils savent. Et je dirais juste que c'est une femme qui a osé tenir tête à un nom, qui a mis en place des stratagèmes pour faire tomber un puissant un peu de l'époque. Donc, elle mérite quand même qu'on puisse dans son histoire pour savoir. lui faire ses éloges. Voilà, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a plein de femmes leaders, il y a plein de femmes qui ont marqué le pays. Et moi, personnellement, comme j'aime beaucoup la sanité, je dirais Anne-Désirée Kouloto. Parce qu'elle a su, en fait, malgré en fait, l'opinion de tout le monde, n'a jamais, en fait, tenu compte du fait que elle devait peut-être balayer complètement toute une population pour rendre cet endroit-là propre, cet endroit-là sain, en fait, pour que cette population-là puisse y revenir, s'installer, en fait. Donc, je dirais Anne-Désirée Kouloto qui m'a vraiment marqué, qui me marque encore davantage. Et sinon, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce débat-là vous aura plu. Et je vous invite à aller sur États-Unis d'Afrique, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Likez, partagez, commentez beaucoup. C'est la C'est la fille. À la prochaine.